Lundi, ça sera le 8 mars, ça sera la journée internationale de la femme. La définition de la femme aujourd'hui, c'est quelque chose de complexe, de par les sociétés, de par les communautés, de par bien des choses qui font qu'on on continue à se poser pourquoi la femme n'est pas égale à l'homme dans notre société, alors que d'une manière physiologique, la femme sera toujours supérieure à l'homme. On en parle dans Causement Rayonné. Bonsoir Christian Gelma. Bonsoir, ouais. Je disais que de manière physiologique, la femme est supérieure à l'homme. C'est une vérité qui aujourd'hui est plus facile à dire. Mais je pense pas, parce que cette vérité, ça fait très peu de temps, en année. Par exemple, en 1945, la femme va voter. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une vue. On commence à voir la femme à partir de cette année-là. Donc, physiologiquement, physionomie, on commence à la voir. Si on fait un petit peu une rétrospective sur les différentes évolutions de la femme, depuis la Mésopotamie, cette question-là, la question de la place de la femme, elle n'était pas aussi, elle ne posait pas autant de problèmes. Non, parce que quand je parle de Mésopotamie, c'est 1500 ans avant Jésus-Christ. Oui, cette époque-là, c'est-à-dire la femme représentait une divinité, une déesse. Souvent, à cette époque, c'est les femmes qui avaient une relation avec une croyance qui sort dans les cieux, avec les étoiles. C'est pour ça même les danseuses dansaient pour les dieux de l'époque. Donc la femme avait un privilège, physionomie, spiritualité, autre que l'homme. Et puis, avec le temps, d'autres civilisations sont apparues, et c'est là que ça va être mis à l'envers. Dans l'intervention, on dit que pourquoi la femme ne serait pas l'égale de l'homme, mais pourquoi on n'aurait pas dit pourquoi l'homme n'est pas l'égal de la femme. Ça serait plus dans ce sens-là, oui. Ce serait plus logique. Pourquoi logique ? Parce qu'à partir de cette nouvelle civilisation d'aujourd'hui, la femme est considérée comme un objet. Un objet sexuel, un objet de désir, un objet que la personne m'appartient, enfin un objet qui n'a pas vraiment rapport avec l'estimation même de son corps, de son esprit. Or, tout ça, on doit la réapprendre. C'est-à-dire la femme, si on n'apprend pas c'est quoi une femme, on ne sait pas c'est quoi une femme. Ça c'est un point de vue qui est en fonction des sociétés. En Grèce, la femme, dans la façon de faire, avait des tâches, mais des tâches complémentaires avec l'homme. Si on va dans des pays où l'homme faisait la guerre, l'homme avait un pouvoir particulier, sauf à l'exception des Amazones, là c'est les femmes qui faisaient la guerre, et là, c'est plus la place dans la société. Quand on regarde, on voit les femmes, il y a peu de femmes philosophes, il y a peu de femmes astronomes, ce sont des hommes qui souvent marquent l'histoire, que ce soit à la guerre, ou en philosophie, ou en mathématiques, ou en lecture, écriture. C'est ça qui va faire la différence et qui va faire en sorte que l'homme regarde la femme avec une forme de supériorité. Oui, mais cet homme-là, qui se sent supérieur, ne voit pas que sans la femme, sa guerre n'aurait jamais été gagnée. La guerre 39-45, par exemple, ce sont les femmes qui ont construit derrière toute la machinerie nécessaire pour que l'homme l'utilise. L'homme était sur le front. Donc la femme est en capacité de faire des travaux que l'homme même peut faire, parce que la femme, souvent, a la même force que l'homme. Sauf que l'homme se dit, c'est pas sa place. Mais dans la guerre, on a prouvé que la femme était capable
de parvenir à certaines créations. Quand on parle de la place de la femme dans cette guerre de 39-45, et là on va faire parler de la France, on va juste parler par exemple du réseau résistant. Des femmes ont monté leur propre réseau de résistance. Il y a eu un film là-dessus d'ailleurs, entre autres Carole Bouquet, je crois, si je ne me trompe pas. Et on a vu que la femme a pris une part très importante dans la lutte, justement, dans cette guerre contre les Allemands, et a permis aux Alliés de remporter cette guerre. Mais ça, c'est pour la guerre. Mais quand on regarde, on en parlera avec d'autres personnes sur ce plateau, ne serait-ce que dans les combats pour les luttes, pour le travail, en 1917, en Russie, les femmes vont porter la bataille pour l'emploi, pour la paix, et bien sûr, pour qu'il y ait une vie meilleure pour l'ensemble. On voit en 1936, en France, avec le Front populaire, les femmes vont être présentes dans les manifestations. Il y a une réalité, mais cette réalité-là, elle est là, on en est conscient. Ce que c'est difficile à comprendre, c'est pourquoi la place de la femme n'a jamais été reconnue en tant que telle. En fait, il y a deux époques. Souvent, dans cette émission, on va parler du passé très lointain et du présent très présent. Ouais. Dans le passé lointain, c'est la femme qui joue un grand rôle. Et ce rôle-là, elle est religieuse, elle est sociale, c'est la femme qui soutient l'homme. C'est pas l'homme qui soutient la femme, c'est la femme qui soutient l'homme. Et c'est la femme qui éduque, la femme enseigne, la femme permet la stabilisation du corps de l'homme et de la société dans laquelle ils vivent. D'autres civilisations vont arriver, mais là, il y a quelque chose qui va apparaître, c'est la religion. Et c'est la religion, moi, m'y pense, à titre personnel, ou moi, m'y dis sur le plateau, la religion va transformer la vision de la femme. Parce que la création n'est pas considérée que c'est la femme qui l'a créée, c'est l'homme qui crée une création. À partir de là, la femme naît de l'homme. Ma question va être un peu peut-être surprenante, mais je vais la poser. Est-ce que l'homme ne s'est pas servi de la religion pour réduire la place de la femme dans la société ? Pour répondre, moi, je pense que oui. C'est-à-dire, normalement, une religion d'avant, on parle de l'époque ancienne, les femmes avaient un lien avec les dieux. C'est-à-dire, la danse était réservée et pour danser les dieux. On ne dansait pas devant les hommes. On dansait pour les dieux et l'homme regardait le cheminement du voyage vers le dieu. Donc, tous, on était contents. Quand arrivent d'autres religions, pour maintenir un pouvoir, parce que dans le pouvoir, il y a pas deux pouvoirs. Dans l'autre femme qu'on parlait de l'ancien temps, il n'y a pas de pouvoir. Il y a un partage de vision, de vie qu'on doit faire. Et dans la religion nouvelle qui va arriver, par exemple le monde chrétien, donc il faut que quelqu'un commande et que quelqu'un dirige. Et pour que quelqu'un dirige, il faut choisir. Soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Donc cette religion a choisi que c'est l'homme qui crée. C'est l'homme qui commande, c'est l'homme qui est supérieur, c'est l'homme qui fait tout. Et à partir de là, au jour d'aujourd'hui, on constate que la femme n'est pas libre encore dans cette vision de monde d'une certaine religion. C'est cette religion, ces pensées religieuses qui maintiennent cette femme. Par exemple, on dit que très peu de femmes font la philosophie. Mais l'esprit de l'homme et de la femme est un esprit très, 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 très mystérieux. C'est-à-dire, la philosophie vient tout seul. Oui, dans la façon de penser, la femme a une intelligence au moins égale à l'homme, si elle n'est pas supérieure par moment. Mais ce que je veux dire, c'est que cette société, aujourd'hui encore, allez, juste un exemple. Pour que George Sand, à son époque, puisse écrire, c'est une femme. C'est Aurore Dupin. Elle s'appelle Aurore Dupin. Elle va prendre le nom de George Sand pour pouvoir... Un nom d'un homme, pour pouvoir écrire et pour pouvoir être vendu et être lu. Parce que là aussi, il y a encore des façons d'être qui font que une femme ne peut pas écrire entre guillemets. C'est pour ça que je disais que le contexte fait que la femme a du mal à prendre place dans une société où les hommes
ont mis une forme de barricade. Dans cette condition-là, l'homme n'est pas homme. Parce qu'un homme comprend tout ce qui l'entoure. Alors, je vais juste faire un point sur ce que disent l'hindouisme là-dessus. Pour l'hindouisme, un homme sans femme est une coquille vide. Est-ce que aujourd'hui, l'homme est conscient qu'il a besoin d'une femme pour être vraiment un homme? Ben, un homme sans femme, c'est-à-dire pas la vision dont un homme a une femme. On ne parle pas de ça dans cette émission. Ouais. On parle de la place de la femme Ouais. et la place de l'homme. L'homme doit être une femme face à une femme. Ouais. Et une femme doit être un homme face à un homme. C'est ça qu'on appelle l'équité, pas l'égalité. Moi, toujours revendiqué dans cette émission que l'égalité ne doit pas être là. L'égalité, ça veut dire qu'on va partager un peu de ton savoir, un peu de mon savoir. Je vais parler un peu, tu vas parler un peu, qu'on soit égal. Donc, on n'affirme pas nos pensées. C'est là qu'intervient autre réflexion, que certaines femmes sont philosophes. Georges Sand possédait un nom d'homme. Ouais. C'est parce qu'on veut être égal. Dis un peu, mais dis pas tout. Alors que dans l'équité, si la femme parle comme un homme et si l'homme parle comme une femme, on doit être au-delà de religion et au-delà de... Oui, mais dans les religions, dans les trois religions monothéistes, que ce soit dans le christianisme, l'hindouisme ou dans l'islam, la femme n'a pas la même place que l'homme. Ce sont les hommes qui ont les places de pouvoir. Et la seule femme alors ça c'est un exemple vraiment, la seule femme qui va devenir leader religieux, c'est la papesse Jeanne, chez les chrétiens. Mais elle se déguise en homme pour pouvoir devenir pape. Elle n'est pas nommée pape en tant que femme. Elle se maquille en homme. Et ça, c'est parce que c'est l'éducation de l'époque, l'éducation chrétienne, met en avant l'homme. Mais dans d'autres éducations, c'est la femme qui maintient l'équilibre entre un couple et la société. Oui. Un exemple. Il y a d'autres femmes qu'on appelle nénènes. À La Réunion, elles sont bien connues, enfin le nom est bien connu, mais les nénènes n'existent pas qu'à La Réunion. Mais on ne parle pas de nénènes, on ne met pas le nom nénène sur d'autres femmes dans d'autres pays. Avant de parler de nénène, si vous voulez, l'esprit de la femme même qui doit exister, les Malgaches appellent ça impithèse. Impithèse, c'est quoi impithèse? C'est-à-dire tout ce qui informe, tout ce qui soutient, tout ce qui éduque est impithèse. C'est-à-dire télécréole et impithèse. Parce qu'il informe. La radio Freedom est impithèse, il informe. L'école, l'éducation nationale est impithèse, il informe. C'était ça le rôle de la femme. Mais la femme, on lui a enlevé actuellement, dans le nouveau fonctionnement de l'homme qui se croit supérieur à la femme, il enlève toute éducation avec la femme. Aujourd'hui, nous rendons bien compte, taper Mahamai, la loi interdit. Aujourd'hui, la fessée est interdite. La loi est sortie l'année dernière. On n'a plus le droit de donner une fessée, une claque à un enfant. Donc, l'enfant peut porter plainte contre la personne, contre son père, contre sa mère. Donc, est-ce que la femme est encore femme? C'est là que cette situation blesse. Tant qu'on élimine la fonction d'éducatrice de la femme, ou cette fonction libre que la femme doit posséder, ben la femme n'est plus femme. Au jour d'aujourd'hui, toutes ces lois qui arrivent, on est en train... Il semblait qu'il y avait un retour de la femme en tant que femme. Mais il y a des pistes pour dire qu'on est en train de renfermer, enlever tout le sens de la femme. Alors, juste si on reste sur la société française, quels sont les secteurs où la femme n'a vraiment pas droit? Alors, on le voit en sport. En sport, la femme est en train de devenir légale. Ça, et quand je dis légale, c'est pas au niveau de l'individu, mais c'est au niveau des pouvoirs, des portes qui s'ouvrent. La femme, aujourd'hui, joue au même niveau, au niveau foot,
je pense, au niveau du rugby, au niveau du handball, jouent au même niveau que les hommes, parce qu'on leur crée l'espace pour ça. Ça, c'est en sport. Et quand on regarde, et c'est un paradoxe, quand on regarde dans l'histoire, même en France, l'armée, ce n'était pas un espace pour les femmes. Aujourd'hui, les grandes écoles comme Saint-Cyr, comme les mines, ça s'ouvre à la femme. L'armée s'ouvre aux femmes. Mais regardez le temps que ça met pour se faire. Ça veut dire que derrière, l'homme n'est pas prêt à accepter cette rivalité ou égalité, mais que l'homme se sent menacé par la femme que lui-même qualifie de sexe faible. Oui, on revient à reparler de cet homme. Cet homme, maintenant, se déguise en homme. C'est-à-dire, tout homme qui se déguise en homme va déguiser aussi une femme. Va déguiser sa structure, son physionomie, son amour, son éducatrice. Elle va tout déguiser. Donc, ce sera une société de déguisement, de carnaval, souvent. Une société de carnaval où tout est déguisé. Mais à un moment donné, il ne suffira pas que tout déguiser. Parce qu'à un moment donné, l'homme, il y aura un gros problème. Et le problème, et c'est là qu'il aura besoin de la femme sans son max qu'il a mis dessus. Et c'est excellent ce que vient de dire Christian Gelmin, parce que c'est vrai. Comment un homme regarde une femme dans une robe superbe, très féminine, maquillée, bien coiffée, c'est l'image qui se fait de la femme et de sa mère d'une manière générale. Lorsque la femme prend l'uniforme, met un pantalon et cheveux coupés courts, avec un bicorne ou une casquette ou un képi, là, il a du mal à voir la femme. Il doit voir son égale. Et c'est l'homme qui a du mal à passer d'une image, dans sa vision, à une autre image. Le problème ne vient pas de la femme, mais vient vraiment dans ce que l'homme peut voir au moment où il regarde. Si on veut, l'homme devait s'habiller en robe. Il a toujours s'habillé en robe. Aujourd'hui, les prêtres, le temps ancien, on s'habille en robe. En Afrique, ils étaient torse nus, ou bien nus, ou dans d'autres villes, ils étaient nus. Mais on parle de l'Europe, ils portaient des robes. L'homme porte des robes. Il devait continuer à porter des robes et laisser le pantalon aux femmes. Au moins ça. Mais pas porter des robes et interdire le pantalon ou supposer interdire le pantalon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'apprécie pas la personne. On n'apprécie pas. Qu'importe la personne portera tel linge, on ne l'apprécie pas parce que je suis supérieur à lui. Donc, l'homme devait rester dans la robe et la femme porter le pantalon. Ce qui est un paradoxe, parce que quand on regarde les légionnaires romains, quand on regarde à l'époque, cette époque-là, ils avaient tous des tuniques qui arrivaient à mi-cuisse. Et aujourd'hui, on peut dire sa robe, aujourd'hui. C'est une robe, effectivement. Mais les hommes le portaient. Voilà. D'accord. Donc, ils devaient rester en robe et les femmes porter le pantalon. Comme quoi, finalement, l'homme ne sait pas non plus dans quel sens il veut aller. La femme, aujourd'hui, choisit de vivre à sa façon. C'est l'homme qui est le plus perturbé, finalement. Oui, il est perturbé par quelque chose que moi, je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste. Peut-être par un ego, peut-être par un pouvoir, on appelle ça un vortex, en lui, ou bien en l'homme même. Enfin, je ne connais pas. Mais il se passe quelque chose. En tout cas, il y a une question quand même qu'on doit se poser. Est-ce qu'il faut aujourd'hui que l'homme ait une posture? Pantalon, chemise, t-shirt, la femme en robe, ou pareil, en pantalon, avec des hauts plus féminins. La question, c'est ça, c'est que personne ne sait aujourd'hui quelle posture doit avoir l'homme, quelle posture doit avoir la femme. Non, mais dans mon cosmos, c'est pas devait porter le pantalon. Hein. Ouais. C'est-à-dire, une époque, on le voit, on l'a prouvé, l'homme porte la robe. Ouais. Mais quand le pantalon a existé et est devenu un nouveau vêtement, la femme, la femme était pour le pantalon. Au moins, l'homme laisse la femme se montrer différemment. Enfin, pour être complet.
Mais là, non, l'homme dit, bon, ben, c'est moi qui porte la robe, c'est moi qui porte le pantalon, c'est moi qui porte tout. Il y avait aussi une réalité pour les femmes qui portaient les robes. C'est parce que dessous, il y avait quand même toute une armature qu'il fallait mettre dessous pour donner de l'amplitude à la deuxième partie de la robe. Et la femme, à aucun moment, pensait porter un pantalon à ce moment-là. C'est parce que dans le temps ancien, en Europe, pas en Afrique, hein, pas dans les autres civilisations où on marche nu, en Europe, le corps est interdit. On ne doit pas montrer le corps de la femme surtout, hein, on ne doit pas le montrer. Donc on cache, on met. On ne devait même pas voir ses pieds d'ailleurs. Voilà, on cache. En fait, aujourd'hui, on a compris d'une façon philosophique, d'une façon du poète, hein, on dit on cache pour mieux montrer. Mais à l'époque, je ne pense pas qu'on cachait pour mieux montrer. On cachait pour cacher. Or, quand quelqu'un porte un vêtement, alors mon vêtement, je me cache pour mieux montrer mon corps à quelqu'un d'autre. C'est ça le but du vêtement. Donc, finalement, ce qui a évolué, c'est que c'est notre façon de regarder. De se regarder soi-même, en tant qu'individu, et de regarder l'autre. Là, c'est un homme et une femme. Comment l'homme regarde la femme, comment la femme regarde l'homme, et ça, ce n'est pas simple. Et à un certain moment, tellement que la femme est interdite de montrer son corps, de toucher le corps, même l'enfant était donné à d'autres personnes pour faire téter le sein. Oui. C'est-à-dire, l'enfant ne devait pas toucher le sein de sa mère. C'était la maman nourricière. C'était la maman nourricière, ça veut dire la nénène. Quand le corps est interdit, même interdit à l'enfant, ben, la femme va avoir une autre mentalité, c'est-à-dire une éducation mentalité de revanchard. Il va se poser des questions, pourquoi? C'est pour ça qu'il va apparaître aussi beaucoup de femmes qu'on appelle aujourd'hui sexistes ou qui n'aiment pas l'homme ou qui ne comprennent pas l'homme. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Aujourd'hui, les individus se referment un peu. Et c'est vrai que la communication n'est pas simple. C'est parce que l'homme n'est plus homme. Alors, on va rester à cette phrase-là. Je ne vais pas la commenter. Je vais juste vous dire merci, Christian Gelbart, en tout cas pour cette explication. Voilà, lundi, ça sera donc le 8 mars. Je souhaite à toutes les femmes, je dis bien à toutes les femmes, une très belle journée et j'embrasse ma mère. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Je souhaite à la laine également une très belle journée. Merci également à la technique parce que j'allais oublier de ce que j'allais dire. Donc merci à tout le monde et je vous souhaite un très bon week-end.